Comme je vous ai dit, un petit tour sur l'actualité social média. On a Instagram et Twitter qui font un peu parler d'eux ce matin. Donc Instagram, vous avez certainement dû voir passer le bug qui empêchait pas mal de comptes en fait d'usagers d'être utilisés. Donc voilà, avec des suspensions qui n'étaient pas prévues. Twitter, on va parler de ça rapidement également. Ben, la partie rachat, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop penché dessus, mais le rachat du coup par Elon Musk de Twitter et déjà quelques conséquences, notamment sur les comptes certifiés qui risquent de devenir un petit peu plus chers. Voilà, donc il y a pas mal de choses. D'ailleurs, je pense qu'on fera plutôt dans cet ordre-là, cet article et après celui-ci. Après, j'ai vu un article aussi hyper intéressant, pas mal d'articles du Monde ce matin, 2 articles. C'est vrai que jusqu'à présent, j'en ai pas trouvé, mais super. Je suis assez content. J'essaye de diversifier un peu mes sources. Donc sur la partie mot de passe, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas totalement récent en termes d'actualité, mais que moi j'ai découvert parce que j'ai lu un article passé là-dessus sur les passkey. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui serait une alternative finalement au mot de passe traditionnel et qui permettrait d'être un petit peu plus sécure. Donc on regardera ça. Ensuite, YouTube qui s'est refait une beauté avec un nouveau design, des nouvelles features. Et voilà, je vais vous, je vais encenser évidemment cette refonte parce que franchement, je trouve ça trop trop cool ce qu'ils ont fait et au niveau visuel, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et après, on terminera par quelques infos qui sont plus ces deux derniers onglets, c'est plus de l'info, on va dire, que vraiment des articles qu'on va lire. Mais voilà, des petites infos que j'ai vu passer qui pourraient être intéressantes et sur lesquelles on pourrait échanger si jamais le besoin s'en faisait ressentir. Voilà, bah écoutez, on va commencer dès à présent. Avec le premier article, du coup, un article du Monde. Donc sur Instagram, le fameux bug Instagram. Est-ce que vous avez été touché par ce bug? Est-ce que votre compte a été suspendu ou pas? Parce qu'apparemment, ça a été assez large au niveau des personnes qui ont été touchées. J'ai des proches qui m'ont dit qu'ils avaient effectivement subi de plein fouet ce bug global, mais c'est assez. Il n'y a pas tellement de patterns, j'ai l'impression pas trop de logique en fait sur qui est touché. C'est pas forcément un nombre d'abonnés ou autre. Pas du tout, dit Margot, ok. Pas non plus dit Benta. Moi non plus, j'ai pas. Bon, après, j'avoue que Instagram, j'y vais, mais de façon très. J'y vais vraiment avec parcimonie parce que voilà, j'étais très très gros consommateur à une époque et là, par rapport à mon activité, ça fait un peu moins sens. Voilà, à une époque, je faisais pas mal de photos et de vidéos, donc voilà, j'y traînais pas mal, mais là un peu moins. Mais j'ai pas eu l'impression en tout cas d'avoir été touché par ça, donc bon, tant mieux si vous n'avez pas été touché non plus. Donc Instagram avec un très gros bug du coup qui entraîne la suspension des comptes de nombreux usagers et donc le bug visiblement qui a été résolu. Alors on commence vite fait à lire l'article. Au moins quelques milliers d'abonnés n'ont pu lundi accéder au service. Donc lundi 31 octobre, en début d'après-midi, de nombreux utilisateurs d'Instagram ont signalé que leur compte avait soudainement été suspendu sans que le réseau social ait motivé cette décision. D'autres ont fait état d'une légère baisse de leurs abonnés. Nous sommes au courant que certains d'entre vous rencontrent des difficultés pour accéder à leur compte Instagram, avait alors expliqué le service de communication de la filiale de Meta sur son compte Twitter. Avant de nouveau de tweeter quelques heures plus tard que le changement avait été résolu, reconnaissant un changement temporaire dans le nombre d'abonnés de ses utilisateurs. Contacté par Le Monde, la filiale française d'Instagram n'a pas été en mesure d'apporter de plus amples explications à ce bug. Le site Down Detector, que j'ai d'ailleurs dans mes favoris maintenant, qui permet aux internautes de rapporter les problèmes qu'ils rencontrent avec certains sites et services sur Internet. Donc un pic d'incidents apparaissait autour de 3 heures de l'après-midi heure de Paris, concentrant plusieurs milliers de signalements. Ce nombre ne reflète cependant pas l'ampleur exacte du phénomène qui reste pour l'heure inconnu. Donc c'est ce site Down Detector. Je ne sais pas si vous connaissiez, moi je l'ai connu, ça fait quelques jours, c'était avant ce bug là. Parce qu'il y avait un autre, il y avait eu un autre bug, je sais plus sur quelle plateforme c'était, et du coup je l'ai découvert. C'est plutôt bien fichu. Et en fait, ça permet voilà, de faire de la surveillance, ça permet aussi aux utilisateurs simplement de signaler. Puis quand on voit monter des pics d'un seul coup, c'est que probablement il y a un souci. C'est plutôt une bonne initiative, je trouve. Je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait trouver. Instagram devrait être dans les premiers, j'imagine. Voyons voir. Non, je tapais direct dans le moteur.
Insta. Ouais, voilà. Donc là, on voit effectivement il y a eu un gros pic. Alors, je sais pas, ça date de quand, ça, 1er novembre. Ouais, déjà 1er novembre, il y avait encore d'autres signalements. Il faudrait pouvoir revenir un petit peu plus en amont, mais voilà, en gros, c'est ce site-là. Et c'est bien parce qu'il y a une espèce de vue d'ensemble et ça permet comme ça de piloter. Puis pour les entreprises elles-mêmes, c'est plutôt cool d'avoir un retour direct, on va dire, des entreprises. Donc, par ailleurs, les comptes de certains utilisateurs ont perdu temporairement une petite partie de leurs abonnés. Selon le média américain The Verge, le footballeur Cristiano Ronaldo en a perdu 3 millions d'un jour à l'autre avant de retrouver la totalité de ses 493 millions d'abonnés. Donc c'est pas sans conséquence, hein. Il y a des gens pour qui dont c'est le travail, hein, finalement, hein, et où il y a des enjeux économiques derrière. Donc ce type de panne peut avoir une répercussion assez monstrueuse, et je parle même pas, voilà, des personnes qui sont 100% concentrées sur Instagram, qui n'ont pas forcément l'aura de Cristiano Ronaldo, mais ultra dépendants, on va dire, de cette plateforme, et qui donc ont dû en passer par toutes les émotions. Cette défaillance survient moins d'une semaine après la panne d'une autre application phare de Meta, WhatsApp. Ah oui, c'était à cette occasion-là que j'ai découvert du coup Down Detector. Donc la panne d'une autre application phare de Meta, WhatsApp, qui a affecté des milliards d'utilisateurs le 24 octobre. 2 heures après le début de l'incident, le groupe Meta, la maison mère d'Instagram, perdait près de 5% à la bourse de Wall Street. Voilà, donc ça a aussi des conséquences au niveau de Meta, ce type de bug, et ça prouve quand même la pression qu'on doit avoir, je pense, et le niveau de criticité quand on est à ce niveau-là. Et on ne peut pas se permettre en fait d'interrompre le service pendant ne serait-ce que quelques heures, parce que ça a des conséquences en fait et sur les abonnés et des conséquences financières sur les actions en bourse. Donc voilà, petit article, pas beaucoup plus à relever, mais je me suis dit qu'effectivement ça faisait partie de l'actualité et qu'on allait rapidement échanger là-dessus. Alors sans transition, du coup, l'article suivant traite aussi de social media et parle également d'une on va dire, d'un bouleversement, mais qui est tout autre, puisque on va parler vite fait du rachat d'Elon Musk, du coup, et des conséquences déjà qui commencent à se faire ressentir au sein du groupe et puis au sein aussi des utilisateurs. Margot, on voit qu'il est important de ne pas être dépendant des réseaux sociaux pour son activité. Ouais, après, bon voilà, ceci dit, si on pousse encore plus, il est aussi important de ne pas être dépendant d'Internet pour son activité, mais pour autant, quand tu travailles dans le web, tu es un peu dépendant de ça aussi, quoi. Donc, est-ce que tu peux vraiment le reprocher à des réseaux, ou alors, à minima, tu vois, peut-être essayer de... comment dire, salut JP, bienvenue. Peut-être à minima d'essayer de diversifier les plateformes, éventuellement. Mais c'est vrai que si tu prends l'exemple de nous qui bossons dans le web et dans le digital, c'est pareil. Demain, si tu as une panne de ton fournisseur d'accès ou une panne mondiale pour une raison X ou Y, ou même, prenons l'exemple de Figma par exemple, beaucoup de gens qui taffent Oui, d'un seul, je veux dire. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est sûr que si tu diversifies après tes plateformes, déjà c'est beaucoup moins risqué. Mais tu vois, typiquement Figma, par exemple, qui est donc un outil de web design, les avantages du web ne sont plus à prouver, clairement, pour la collaboration, etc. Vraiment, ils ont tout pété. Après, tu vois, ça a la conséquence que, et ça le revers de la médaille, que si demain tu as un problème d'internet, ou si eux ont un souci, ça leur arrive. Moi, je pense que j'ai dû en connaître depuis que j'utilise Figma. Je sais pas moi, ça a dû arriver à 2-3 reprises, quoi. Enfin, c'est infime. Mais quand ça arrive, généralement, tu as les 3 quarts ou la moitié des web designers français, même dans le monde, qui se retrouvent au chômage parce que ne pouvant plus accéder à leur outil de travail. Donc, malheureusement, il y a un moment où tu vas être obligé d'avoir ce lien un petit peu de nécessité envers une plateforme. Mais après, je suis assez d'accord avec toi. C'est beaucoup plus intelligent, notamment quand tu es influenceur, influenceuse, de diversifier au niveau de la plateforme. Reste à savoir si ton activité te le permet, parce que tu as des réseaux qui sont plus tournés vers... typiquement, moi je disais, quand je faisais de la photo et de la vidéo, Instagram, c'était tout indiqué. Il y avait de Twitter, par exemple, je ne me voyais pas aller dessus, quoi, parce que pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens, quoi.
Donc il y a ça aussi, il y a la nature des réseaux sociaux elle-même qui fait que bah, tu vas pouvoir ou non arriver à suffisamment te diversifier. Il faut aussi essayer d'être assez créatif, notamment ben, là on l'a vu avec l'avènement de TikTok, pour essayer de créer, on va dire, des contenus en lien avec ton activité, mais qui s'adaptent en fait au code et aux attentes des utilisateurs de telle ou telle plateforme. Mais et voilà, il y a des cas où quand même, je pense, t'as forcément plus de dépendance sur un réseau que sur les autres. Ensuite, donc l'article précédent était du Monde et là on passe du coup sur le blog du modérateur. Donc vous n'êtes pas sans savoir, je pense qu'Elon Musk a racheté Twitter. Ça a été on va dire une histoire et une épopée digne des plus grands scénarios hollywoodiens. Donc Elon Musk rachète Twitter et licencie le PDG, ce qu'il faut savoir. Donc après plusieurs mois de rebondissement, Elon Musk rachète finalement Twitter au prix convenu en avril dernier, soit 44 milliards de dollars. Pour confirmer ce rachat, le milliardaire a tweeté « L'oiseau est libéré » en référence à Twitter. Dans la foulée, et ce n'est pas vraiment une surprise, Elon Musk aurait licencié le CEO de Twitter. Alors je ne vais pas me risquer à dire les noms, mais parce qu'ils sont, j'ai peur de les accrocher. 3 autres dirigeants de la firme auraient également été remerciés selon le Washington Post, le directeur financier, le directeur juridique et la responsable des affaires juridiques. Donc il a fait du ménage. Une saga entre Twitter et Elon Musk qui dure depuis des mois. Il est vrai que cette saga a fait beaucoup couler d'encre. Pour rappel, le milliardaire avait fait une première offre de rachat de Twitter en avril avant de se rétracter début juillet, puis coup de théâtre, au début du mois d'octobre, Elon Musk a finalement pris la décision de relancer son offre d'achat 2 semaines avant le procès qui devait avoir lieu entre le réseau social et lui. Mais alors pourquoi ce retournement de situation ? Elon Musk avait probablement compris qu'il avait plus à perdre à se lancer dans un procès contre Twitter plutôt que d'acquérir le réseau social au prix initial de sa première offre d'achat d'avril. C'est quand même très drôle parce qu'on parle vraiment là de gros sous quoi. Le mec, il a plus à perdre en partant en procès que de racheter carrément en fait la personne qui le met en procès. Je trouve ça cocasse. De nombreuses personnes inquiétées par ce rachat. Depuis avril dernier, de nombreuses inquiétudes fleurissent autour de ce rachat de la part des utilisateurs de la plateforme, mais aussi des équipes travaillant pour Twitter. Il est vrai qu'Elon Musk a de grandes ambitions pour Twitter et souhaite réaliser une refonte du réseau social prenant la liberté d'expression, mais jusqu'à quel point ? Avec tous les changements que pourrait apporter le patron de Tesla, les tweetos redoutent une perte d'identité de leur réseau social préféré, tandis que les employés de Twitter s'inquiètent pour leur emploi. Et donc, première conséquence de tout ça, l'article suivant, je ne sais pas si je vais le lire en entier, il est assez court. Donc on commence déjà à voir popper des conséquences en fait et les premières mesures qui ne se font pas attendre côté Twitter, avec les comptes certifiés qui pourraient devenir payants jusqu'à 20 € par mois. Donc vous voyez, les comptes certifiés, c'est voilà, le fait que c'est généralement quand vous avez une grosse communauté, vous avez possibilité comme ça de faire certifier votre compte. C'est notamment très pratique pour les personnes qui sont connues. Et qui voient en fait, qui ont beaucoup de comptes en fait alternatifs qui sont créés par des fans. Donc le fait de faire certifier, ça permet d'authentifier que c'est bien le compte officiel et que les infos sont bien validées. Du coup, seulement 3 jours après le rachat de Twitter, Elon Musk a lancé ses premiers chantiers. Les priorités: remanier l'offre Twitter Blue et le système de vérification des comptes certifiés. Twitter Blue, si j'ai bien compris, c'est une offre qui n'est pas encore présente en France apparemment, mais qui est présente aux États-Unis. Il faudra payer pour être certifié sur Twitter. Désormais à la tête de Twitter, Elon Musk a décidé de commencer à apporter des modifications au processus de vérification des comptes sur le réseau social. Il faudrait désormais disposer de l'abonnement Premium Twitter Blue pour obtenir le badge certifié sur son compte Twitter. Et avec cette nouvelle fonctionnalité intégrée au service payant, Twitter Blue devrait voir son prix augmenter, passant de 4,99 à 19,99 par mois. 19,99 $. Autre information, les employés qui travaillent sur ce projet auraient jusqu'au 7 novembre pour déployer le nouvel abonnement. Sans respect de cette date limite, Elon Musk a indiqué que les salariés concernés seraient licenciés. Voilà, donc ça c'est du grand show à l'américaine. Vous avez telle date, si vous n'y arrivez pas, on vous dégage. Voilà. Donc 7 novembre, c'est voilà, dans 5 jours. Donc je pense qu'il y en a qui
qui doivent pas mal bosser en ce moment. Et donc, ça veut aussi dire que ben, il va mettre en place des choses, mais il va le faire de façon relativement immédiate. Les comptes certifiés auront 3 mois pour souscrire. Dès le déploiement de la nouvelle offre Twitter Blue, les comptes d'ores et déjà certifiés auront 90 jours maximum pour souscrire un abonnement. Passé ce délai, la coche certifié disparaîtra du profil. Voilà, donc si jamais vous êtes une grosse star ou que vous avez un compte certifié, vous aurez 90 jours pour vous abonner et payer, sinon, ciao la certification. Donc c'est assez abrupt et assez direct comme approche. Voilà, après je pense que Elon Musk aussi est très attendu sur tout ça parce qu'il il y a eu tellement on va dire ouais, une espèce d'euphorie, puis voilà, ça a été une histoire à rebondissement, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, et aujourd'hui, ben, voilà, on sait que Twitter, en plus, est un réseau. Alors, je m'avance pas trop, hein, mais moi, c'est en tout cas l'image que j'en ai à voir et à vérifier, mais il me semble qu'au niveau modèle économique, Twitter n'est pas des plus rentables. Donc, voilà, Elon Musk, je pense que c'est pas le genre de personne à débarquer et dans un projet s'il n'en sent pas le potentiel et si il peut pas redresser la barre. C'est lui, sauf erreur de ma part, il me semble que PayPal, il l'avait pas, c'est pas lui qui est l'inventeur de PayPal, mais par contre il l'a repris et il l'a développé, donc je pense qu'il est relativement bon sur cette partie scaling, en fait, upscaling d'une économie, d'une activité. Donc ben voilà, c'est assez drastique aujourd'hui. Il fait quand même, en plus du côté, je dirais, tech, et le fait que voilà, c'est quelqu'un visiblement de brillant. Il a quand même aussi un côté image et aura, et sur un projet comme Twitter, je pense qu'il peut pas se permettre trop de se planter. Donc aujourd'hui, ben voilà, c'est des mesures relativement radicales. Benta, il rigole pas le monsieur. Ouais, je pense que si on faisait ça aussi en France, ça serait, disons que ça serait pas dans les mœurs, mais effectivement, je crois que c'est des pratiques un peu différentes de ce que l'on connaît nous en tout cas. Et alors j'ai vu popper du coup une alternative, pas mal de gens du coup qui parlent d'une alternative à Twitter. Alors attendez, je vais la re-rechercher, ça fait 2 fois que je la retrouve, mais à chaque fois je perds le nom. Alternative to Twitter. C'est celle-là, Mastodon. Je suis allé jeter ça hier. Donc Mastodon qui serait donc une espèce de réseau social à la Twitter, du même style, mais décentralisé. Donc je crois que d'ailleurs on peut dès à présent, oui c'est là, mastodon.social. Donc c'est vraiment un Twitter-like, ça se présente un petit peu pareil. La seule différence du coup c'est que c'est décentralisé, donc ça veut dire que vous pouvez, c'est un peu comme Discord, vous pouvez, attendez, quoi que non, je dis des bêtises, Discord il me semble que c'est full hébergé. Non, en gros, on va dire qu'il va y avoir un serveur central, et ensuite vous pouvez vous aussi héberger votre propre serveur. Voilà. Alors que Discord, je pense que tout est hébergé physiquement, je veux dire au niveau machine, est hébergé par la société. On ne peut pas prendre, mettons, une instance Discord et l'installer sur nos propres serveurs, je pense pas. Donc là, si j'ai bien compris, Mastodon, voilà, vous voyez comment ça se présente. On a la possibilité, c'est un Twitter-like, et on a la possibilité de voilà, d'avoir le même type d'activité et d'installer en fait une instance sur nos propres serveurs, si j'ai bien compris. Encore une fois, j'ai creusé ça hier. Je connaissais pas du tout ce réseau social, mais ça se présente relativement pareil. Et après, par contre, quand on veut effectivement se connecter ou rejoindre, là pour le moment c'est un peu limité. Je pense qu'ils prennent pas mal de flux, à mon avis, de gens qui ont un peu peur et qui partent de Twitter. Puis comme en ce moment il y a beaucoup de littérature autour de ça qui pop sur internet, je pense que voilà, ils font progressivement. Mais grosso modo, vous avez donc des serveurs où vous pouvez demander à accéder en fait à tel serveur. Donc les serveurs sont thématisés, on va dire. Et donc vous pouvez demander à y accéder, et derrière il y a une modération. Et puis il y en a d'autres où vous pouvez tout simplement vous inscrire. Voilà, donc c'est une alternative, mastodon.social, qui se veut, voilà. Alors j'ai lu un peu de pas mal d'articles là-dessus où ils disent que en gros ça sera moins
moins ciblé, c'est-à-dire que si vous suivez une personne ou plusieurs personnes, ben, l'ordre des... alors ils appellent pas ça des tweets, oui, ça porte un autre nom, mais l'ordre des posts, on va dire, apparaîtra de façon chronologique et en fonction de ce que vous followez. Il n'y a pas une espèce d'algo derrière qui va vous pousser tel ou tel contenu en fonction de qui a payé ou ce genre de choses. Donc il y a une volonté comme ça d'être un peu plus transparent. Bon, après, voilà, à voir jusqu'à quel point. Et puis, si effectivement ça devait fonctionner, est-ce qu'il continuerait dans cet état d'esprit-là? Mais voilà, sachez que si aujourd'hui vous avez un petit peu peur de Twitter et de ce qui se passe, vous pouvez commencer à aller creuser de ce côté-là. Mastodon.social, pardon, qui se veut être une alternative à Twitter. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Qu'est-ce qu'on en pense du rachat? À votre avis, les conséquences que peuvent avoir ce genre de choses, c'est quand même pas sans conséquences. Moi, j'avoue qu'au début, Twitter, voilà, quand il a renoncé en fait à acheter, je me suis dit, bon, ok, c'est une pure mascarade. En fait, c'était simplement pour faire parler voilà, de Twitter et de lui, et c'est un coup un petit peu monté. Finalement, ça va jusqu'au bout. Il y a cette volonté d'avoir enfin, il arrive un peu avec sa démarche, avoir un Twitter un peu plus clean, un peu plus dépourvu des bots et de voilà, pas mal de fake comptes, etc. Est-ce que, voilà, on sait que technologiquement parlant, il a quand même une très très grosse puissance. Voilà, il a Tesla, il a pas mal d'ingénieurs très brillants sous sa main. Est-ce que potentiellement il pourra aussi en faire profiter Twitter? Je sais pas. Est-ce que aussi ça sert pas d'avoir des comptes un peu fake des fois parce que on a des événements médiatiques des fois autour de Twitter avec des tendances et des top tweets et ce genre de choses qui sont peut-être aussi provoqués par pas mal de comptes un peu fake. Est-ce que ça arrange pas aussi? Bon, voilà, moi j'avoue que j'arrive pas trop à savoir en fait qu'est-ce qui va être vraiment différent. Je pense qu'il va faire des mesures très fortes là parce que financièrement parlant, il faut avoir une activité peut-être plus rentable et un modèle économique plus avantageux et voilà, qui porte davantage ses fruits. Maintenant, est-ce qu'il va révolutionner vraiment Twitter qui est installé depuis des années et des années? Je sais pas. Je sais pas. Autant partir sur un nouveau réseau social, quoi. Enfin, si vraiment tu dois changer la philosophie du truc, à voir. Margot, on verra quand il commencera à sortir les features. Après, une personne aussi influente que lui, ça donnera pas des dérives. Un seul homme qui est aussi riche qu'un pays. Ouais, non, mais c'est clairement, il y a beaucoup de. Puis c'est un personnage controversé, hein. Il y a des gens qui adorent son style, il y en a d'autres qui le détestent. Voilà, il laisse pas indifférent. En soi, est-ce que c'est vraiment lui tout seul qui dirige? Je sais pas. C'est-à-dire qu'il doit avoir quand même, il doit être entouré de pas mal de conseillers, que ce soit sur l'aspect financier, sur l'aspect technologique, sur l'aspect ressources humaines, etc., etc. Après, voilà, il faudrait aussi qu'il arrive à établir une vision très claire de là où il veut amener Twitter. Bon, il en parle déjà un peu, mais que ça se concrétise, on va dire, par des actions. Là, à mon avis, bon, après, je suis pas dans sa tête, hein, mais je pense que l'un de ses premiers objectifs, ça va être d'effectivement de montrer qu'il est capable de redresser la barre au niveau financier, de faire en sorte que Twitter devienne un petit peu rentable, quoi. Je pense que déjà, s'il arrive à réussir ce pari-là, là où d'autres ont échoué, ça sera déjà une belle réussite. Après, jusqu'à où est-ce qu'il va aller, je sais pas. Je pense que technologiquement parlant, il essaiera quand même de démontrer un ou deux trucs. Je m'attends peut-être à de l'IA qui va cleaner, je sais pas moi, des trolls ou des comptes fake, ce genre de choses, et potentiellement, pour montrer que voilà, il est capable de faire changer pas mal de choses. Est-ce que après la philosophie Twitter changera pour autant? Ça, j'ai du mal à le croire. Mais moi, je demande qu'à être surpris, donc à voir. À voir. Voilà, donc l'actualité du coup autour de Twitter, je pouvais pas forcément nécessairement y passer à côté. C'est quelque chose qui fait couler pas mal d'encre. Il y a beaucoup d'articles en ce moment là-dessus. Je crois que entre le Web3 et puis Twitter, ça compose, on va dire, à 30% de ce que je vois passer dans mon feed et voilà, dans tout ouais, mon feed d'actualité. Mais bon, voilà, c'est normal, hein. Après, c'est des choses qui sont passées en conséquence. Ok, donc du coup, on va enchaîner avec l'article suivant. Encore une fois, donc un nouvel article du Monde qui s'interroge du coup sur la fin des mots de passe. Donc je sais pas, est-ce que ça vous parle ou pas les passkeys? Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant
Et en préparant un petit peu l'émission, Benta, il veut payer les créateurs de contenu aussi. Ah ok, ok, ouais, j'avais pas nécessairement vu passer ça, mais ça pour le coup, ça serait une bonne chose. J'en parle en connaissance de cause, mais ça aujourd'hui, je pense que c'est le, pour moi, c'est le défi du siècle. Enfin, toute proportion gardée, hein, parce qu'on parle quand même de technologie, on parle pas de santé ou des choses beaucoup plus graves, mais c'est un très très gros défi, je pense, aujourd'hui, que d'arriver à mettre en place des modèles économiques qui soient suffisamment vertueux et efficaces pour permettre aux créateurs de contenu de se rémunérer sans en passer par la case sponsoring, publicité, etc. Je pense que ça s'est amélioré. C'est-à-dire qu'à une époque, tu étais créateur de contenu, je sais pas moi, sur la thématique de, j'en sais rien moi, de la technologie, tu pouvais très bien te faire sponsor par des trucs pêche et chasse, enfin je grossis le trait, mais voilà, des sujets qui n'avaient aucun rapport parce que, ben, à cette époque-là, la création de contenu n'était pas aussi reconnue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font bouger les lignes, que ce soit en termes de stream, en termes de YouTube, en termes de voilà, Twitter, Insta, etc. Et je pense que s'il arrive, lui ou une autre personne, hein, à créer effectivement une alternative et à réfléchir à un modèle qui permettrait aux créateurs de contenu de se rémunérer beaucoup mieux et donc voilà, peut-être pas à 100% être indépendant de la publicité, mais à essayer de dépendre beaucoup moins de ça et des placements de produits et tout ça. Là pour le coup il aurait fait un gros coup quoi. Là il aurait fait un très très gros coup. Je pense que voilà, encore une fois ça s'est amélioré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les créateurs de contenu ont quand même une espèce de notion de cohérence d'image et donc essayent de travailler avec des marques voilà, qui sont en rapport avec ce dont ils parlent et surtout qui sont en accord avec leurs valeurs. Et ça, c'est une très très bonne chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la création de contenu, c'est très 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 difficile. Sauf si tu arrives à exploser assez vite, c'est compliqué d'arriver à en vivre et de vraiment avoir une activité rentable. Alors que très sincèrement, ça demande un boulot qui est monstrueux. Et il faut être vraiment sur tous les fronts, il faut être multitâche. Vraiment, c'est voilà, c'est quelque chose de très très difficile. Et bah, c'est une très bonne chose si jamais il se penche sur cette question-là. Donc le monde et la fin des mots de passe. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, les passkeys? Moi, jamais. C'est une des premières fois, mais je trouve ça plutôt une bonne chose. Donc, comme je vous l'ai dit, l'article n'est pas tout récent. Celui-ci, il est de septembre. En fait, j'ai pris celui-ci. J'en avais trouvé un autre qui a popé dans mon feed, qui était beaucoup plus récent, mais que je trouvais un peu moins facile au niveau de l'approche. Et du coup, j'ai creusé un petit peu et j'ai trouvé cet article du Monde qui résume à peu près bien. Je vais éviter d'aller trop dans les détails techniques. Mais bon, il faut quand même comprendre de quoi il en ressort. Donc voilà. Du coup, fini les mots de passe, les passkeys expliqués en 3 questions. Apple, Microsoft et Google entendent déployer ces prochains mois les passkeys ou clés d'accès fonctionnant avec votre smartphone. Sans mot de passe à retenir, elles sont présentées comme une méthode d'authentification plus sûre. Explication. Fini les mots de passe griffonnés sur un bout de papier. Apple, Microsoft et Google entendent les remplacer par les passkeys, que l'on peut traduire par des clés d'accès, un système en gestation depuis des années. Alors comment ça fonctionne? Avec les passkeys, pour s'inscrire sur un service, une application ou un site marchand par exemple, il vous faudra obligatoirement utiliser un appareil qui vous appartient, un smartphone, un ordinateur ou une tablette. Au moment de l'inscription, le smartphone crée alors 2 clés chiffrées, uniques et spécifiques pour chaque service. D'un côté, la clé privée qui reste sur le smartphone de l'utilisateur donc, et de l'autre, la clé publique détenue par le site ou l'application en question. Ok, ça va, donc du coup, j'arrive avec mon smartphone, je vais m'inscrire, mettons, à la Fnac. J'ai ma clé privée sur mon téléphone, qui est donc vraiment ce que je dois conserver, qui va permettre de m'authentifier, et je donne en fait une clé publique à la Fnac pour pouvoir me reconnaître. Ok, tac, j'en étais où? Donc on était là. Par la suite, à chaque tentative de connexion, le service posera une question de devinette au smartphone, un challenge entre guillemets, que lui seul pourra résoudre grâce à sa clé privée.
Une fois ce challenge résolu, pour finaliser la connexion, l'utilisateur devra ensuite marquer son approbation et prouver qu'il est bien le propriétaire du smartphone. Donc ok, on met les deux clés en relation pour être sûr qu'effectivement c'est bien un terminal de confiance et c'est bien le terminal qui est lié à ce compte Fnac. Et à partir de là, il va falloir arriver à prouver en fait que on est bien le détenteur du téléphone. Première fois dans le chat, yo, excuse-moi, tu pourrais m'aider. Vas-y, pose ta question. Tac. Alors, attendez, je vérifie un truc, 2 secondes. Donc je continue mon article rapidos. Donc, une fois ce challenge résolu, pour finaliser la connexion, l'utilisateur devra ensuite marquer son approbation et prouver qu'il est bien le propriétaire du smartphone, par exemple en posant son doigt sur le lecteur d'empreintes, en présentant son visage, en tapant un code PIN ou en dessinant un schéma sur l'écran. Donc voilà, le but c'est que une fois qu'on utilise en fait via notre terminal la clé privée, il faut impérativement du coup prouver effectivement qu'on est le détenteur, parce que sinon ça veut dire que n'importe qui prend le contrôle de votre terminal de confiance pourra accéder en fait à tous vos comptes. En gros, j'arrive pas à supprimer des fichiers, ok. ça me dit pas grand chose, mais vas-y, continue. Du coup, je continue au niveau de mon article. Une fois le compte initialisé, la clé privée rejoint un trousseau incluant tous les passkeys créés pour chaque service utilisé, abrité dans le smartphone, et c'est l'une des grandes nouveautés, dans un espace de stockage en ligne, le Drive de Google, l'iCloud d'Apple ou le OneDrive de Microsoft, en fonction du logiciel qui équipe l'appareil. Donc voilà, du coup, toutes ces clés pourront être stockées en fait dans un cloud, et l'avantage en fait de quelque chose comme ça, c'est que si demain vous avez un transfert de compte en fait d'un téléphone à un autre, ça sera tout à fait possible, puisque ça sera stocké sur un cloud. Les passkeys seront donc accessibles à tous les appareils partageant le même écosystème, par exemple l'iPhone, l'iPad et le MacBook d'un usager. Elles seront abritées dans un espace en ligne chiffré que personne sauf l'usager ne pourra ouvrir. Alors Paco, samedi, une erreur inattendue vous empêche de supprimer le fichier. Le fournisseur de fichiers cloud n'est pas encore disponible. Une erreur inattendue. Si quelqu'un peut l'aider dans le chat, je vous laisse essayer de débugger ça. Après, je suis désolé, donc là je fais de la lecture du coup d'actualité, donc je vais pas pouvoir te débugger ça comme ça en live. Mais sinon, n'hésite pas, tu fais point d'exclamation Discord, on a un Discord à disposition, ce sera peut-être plus l'endroit. Et comme ça, tu pourras nous faire des captures d'écran ou autre, et si on peut t'aider, on le fera avec grand plaisir. Donc n'hésite pas, tu fais soit point d'exclamation social, et comme ça tu auras accès à tous les liens, ou point d'exclamation Discord, et comme ça tu peux nous rejoindre et on te filera un petit coup de main. Donc, quelques limites quand même à ça. Donc les passkeys peuvent voyager d'un écosystème à l'autre, mais malheureusement elles ne se synchronisent pas automatiquement entre les clouds d'Apple, Microsoft et Google. Il faut les transférer chacun manuellement. Donc ça c'est un peu la limite en fait du truc, c'est que donc effectivement vous avez vos passkeys, vous pouvez vous balader, changer de terminal sans aucun souci. Le seul problème, c'est que si jamais vous n'êtes pas sous le même écosystème, typiquement, je sais pas moi, vous avez un téléphone Android et puis un Mac au niveau de votre config, on va dire plutôt laptop. Il n'y a pas ce transfert en fait qui va se faire. C'est-à-dire que si je m'inscris sur mon Mac à fnac.com, je ne vais pas ensuite pouvoir accéder directement depuis mon Android parce que il va falloir transférer en fait toutes ces clés privées, et en fait comme on n'est pas sous le même écosystème, c'est pas possible en fait de faire ce transfert comme ça. Cependant, en ouvrant en ouvrant sur un de ces ordinateurs le site internet du service, l'utilisateur
se voit proposer d'afficher un QR code qui constitue une sorte de demande de connexion. On peut alors scanner un QR code avec son smartphone dans lequel est stocké le passkey. Ce smartphone vérifie automatiquement la présence de l'ordinateur à proximité via une connexion sans fil Bluetooth pour s'assurer que la demande ne vient pas d'un pirate opérant à distance. Il ne reste plus au particulier qu'à prouver l'authentification, comme la procédure décrite précédemment, par exemple en posant son doigt sur le lecteur d'empreinte. Donc voilà, du coup, il travaille quand même à des alternatives, à faire en sorte qu'on puisse quand même synchroniser. Et donc effectivement, il y aurait une espèce de système de QR code avec une connexion Bluetooth qui s'établirait pour voilà, arriver à vérifier que c'est bien la même personne, même si on n'est pas dans le même type d'écosystème. Mais après, voilà, il y a quand même certaines limites actuellement. Typiquement, même si vous êtes sous Apple, vous êtes full Apple, mais que par exemple vous avez un Apple du travail, donc avec pas le même compte iCloud, ben, il n'y a pas de synchronisation possible évidemment. Donc ça fait partie un petit peu des limites du truc, mais qui peuvent être améliorées. Je crois d'ailleurs dans l'article, alors je sais plus si c'est à cet endroit-là, si c'est exactement à cet endroit-là, où ils indiquent en gros qu'ils travaillent justement à essayer de faire en sorte d'avoir un tiers qui soit un peu commun à tout le monde et qui éviterait cette limite. Et d'ailleurs, je crois que c'est cet article-là. Par commodité, à la fin de cette procédure, beaucoup de services proposent de créer une nouvelle passkey destinée à l'ordinateur qui n'en avait pas, pour éviter de recommencer cette procédure laborieuse. Google Microsoft confirme par ailleurs travailler à ouvrir la gestion des passkeys à des acteurs tiers, tels que les éditeurs de gestionnaires de mots de passe comme LastPass ou Dashlane. Voilà, donc ça c'est peut-être la solution, c'est-à-dire que plutôt que de confier la gestion, on va dire, du cloud, de la partie cloud de ces passkeys, on les confierait plutôt à un tiers, voilà, quelqu'un qui soit complètement agnostique et qui permettrait de synchroniser entre les différents environnements, ce qui fait que je me connecte à Fnac, je crée un, on va dire un nouveau passkey sur mon téléphone. À ce moment-là, ça va se placer en fait dans un espèce de cloud mais tiers. Donc typiquement je sais pas moi, imaginons j'utilise le Dashlane, ça va se mettre sur Dashlane et tous mes appareils qui sont évidemment synchronisés sur Dashlane pourront bénéficier de ce nouveau passkey et donc je pourrai dès à présent me connecter depuis les autres devices. Voilà, ensuite je sais plus si... Alors il y avait encore un article, un passage que je trouvais intéressant. Alors, à la différence des mots de passe, les passkeys sont enfermés dans la mémoire chiffrée du smartphone, ce qui constitue une incitation supplémentaire à garder cet appareil sur soi en permanence. Cela peut s'avérer gênant lorsque, par exemple, on souhaite remplacer un smartphone Apple par un modèle Android ou inversement. Il faut impérativement attendre avant de revendre le vieux smartphone pour pouvoir copier ces passkeys manuellement dans le nouveau smartphone une à une, ce qui s'annonce complexe et laborieux. La gêne peut être encore plus grande en cas de vol ou de casse du smartphone. Si l'on ne possède aucun autre appareil appartenant au même écosystème que l'engin perdu, on ne pourra pas récupérer ces passkeys stockés dans le cloud. Seule solution, réclamer de nouvelles passkeys auprès de dizaines de services clients en prouvant chaque fois son identité, un parcours du combattant. Donc voilà, c'est pas encore totalement parfait, mais ce que je trouve intéressant, c'est d'exploiter effectivement cette technologie qui est le système de clé privée, clé publique, qui existe déjà et qui est déjà en place, sur typiquement quand vous êtes développeur, que vous voulez vous connecter à un serveur, vous avez un système qu'on appelle une connexion SSH, donc une connexion qui va permettre justement d'utiliser ce système de clé privée et clé publique. Et donc ça, on l'étendrait en fait de façon globale. Et donc la conséquence, c'est que demain vous vous inscrivez, on imagine si tout fonctionne bien, demain vous vous inscrivez en fait sur n'importe quel site avec votre téléphone. Vous utilisez le système d'empreinte par exemple et tout se fait de façon transparente normalement et derrière en fait c'est complètement sécurisé et beaucoup mieux que de noter un mot de passe sur un bout de papier ou autre quoi. Moi actuellement je sais que j'utilise énormément les gestionnaires de mots de passe. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Est-ce que dans le chat il y en a qui utilisent les mots de passe, les gestionnaires de mots de passe ou c'est pas une pratique qui vous concerne, mais moi personnellement je pourrais pas revenir
à l'ancienne façon de fonctionner, c'est-à-dire soit en gros avoir toujours le même mot de passe partout, et donc si demain vous le perdez ou autre, c'est la fin, ou bien de noter tout sur un carnet. Bon, je trouve ça un peu laborieux comme procédé. Hello Afida, désolé, j'ai vu que tu es apparu dans le chat. Tu utilises. Ouais, ok, tu utilises quoi comme gestionnaire de mots de passe? Qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu en es contente? Moi, je sais que j'ai commencé par Dashlane. J'en étais très très content. Après, je suis passé sous l'écosystème d'Apple et on m'a conseillé d'utiliser OnePassword parce que il y avait la notion aussi de, vous savez, la double authentification, c'est-à-dire quand vous utilisez Google Authenticator ou ce genre de choses, c'est géré nativement en fait sur OnePassword et du coup, je trouvais ça assez intéressant. Bon, aujourd'hui, j'avoue que les deux fonctionnent bien. Qui passe, ok, ouais. Qui passe, je l'ai utilisé aussi, je crois, mais dans un cadre pro, il me semble. Et Bitwarden également. J'ai testé Bitwarden, mais ça, c'était dans mon ancienne boîte. Qui a l'avantage, Bitwarden, de pouvoir être auto-hébergé. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que vous pouvez stocker tous vos mots de passe en fait chez vous plutôt que de le faire. En fait sur une entreprise, enfin faire confiance à des serveurs tiers qui sont stockés on ne sait où. Voilà. Après, charge à vous de sécuriser un peu tout ça. Donc ça fait partie quand même des revers. Ok, donc on va essayer de continuer du coup sur le dernier article. Et puis après, j'ai 2-3 infos à vous faire passer aussi, que j'ai vu passer, qui sont pas vraiment des articles à proprement parler, mais que je trouvais plutôt cool à signaler. Et donc on va parler de YouTube. YouTube, donc aujourd'hui très placé sur l'activité, sur la partie social media, mais là pour le coup ça va être plus une approche design entre autres, et design et fonctionnalité, donc pas tellement purement sur du social media. Donc YouTube qui s'offre un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités pratiques sur smartphone, PC et télé. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce que en fait le déploiement est progressif. Le déploiement du design, du nouveau design et des nouvelles fonctionnalités se fait petit à petit. Moi j'ai eu accès relativement tôt, donc j'en étais assez content. Alors l'application YouTube a eu le droit à une mise à jour majeure. Elle s'offre plusieurs changements de design avec notamment un ambient mode et du pinch to zoom. Donc la plateforme YouTube reste largement indétrônée quand il s'agit de regarder ou de partager des vidéos produites en ligne. Pour fêter son 17e anniversaire, le service de Google s'offre un changement de design pour moderniser l'ensemble. Alors on a d'abord hello Bob le développeur qui nous rejoint. On a d'abord donc un ambient mode et une harmonisation au niveau design. Les changements apportés par Google concernent particulièrement l'application sur smartphone, mais aussi l'interface que l'on retrouve sur PC et sur téléviseur. L'arrivée de l'ambient mode, quand le thème sombre est activé, il s'agit de ce fond coloré qui peut apparaître sous l'entête d'une playlist ou dans la description d'une vidéo. Les couleurs correspondent aux teintes utilisées par le contenu. Le thème sombre devient au passage un peu plus sombre et sera désormais proposé sur toutes les plateformes web, mobile et TV de façon uniforme. Donc en fait, je ne sais pas si ça se voit bien sur le stream, mais ici, donc si vous regardez en fait l'avant-après, donc avant, est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça a l'air bien. Donc avant en fait on avait un système traditionnel comme ceci, et puis là donc en fait je sais pas si ça se verra très très bien dans le stream, mais en gros vous avez comme ça une espèce de couleur qui est donc ce qu'on appelle du système ambient. Ça fait penser un peu aux télé, je sais plus qui faisait ça. C'était Samsung ou LG, je sais plus qui proposait ça. C'est-à-dire que en gros vous regardiez sur votre télé un film et il y avait une espèce de bande de LED qui se projetait, donc une couleur à l'arrière de votre écran de télévision. Et la couleur s'adaptait en fonction de l'image. Donc si vous aviez une image qui était comme ici, si on prend par exemple ma caméra, de ce côté-ci, il y aurait un petit peu d'orange, et puis là un petit peu de bleu, et puis etc., etc. Et donc en fait, en fonction de l'évolution de l'image, vous avez de la couleur en fait qui se diffuse et qui permet une plus grande immersion. Et donc du coup, ce côté ambient, ils l'ont mis en place en fait directement dans le lecteur YouTube. Et donc vous pouvez voir que ici, on est plutôt sur du rouge. On a du rouge. Là, on a un côté blanc qui se voit aussi ici. Je sais pas si ça se voit bien, si c'est bon. Voilà, et donc là, typiquement sur le petit bonhomme Android vert, on a du vert qui se propage. Et je sais que j'ai vu un stream, on se posait la question sur le stream de Bastille notamment,
Ou comment est-ce que techniquement c'était possible d'arriver à faire ça? Parce que autant le faire sur une image, bon à la limite ça paraît faisable, mais le faire sur une vidéo entière comme ça en quasi temps réel, alors c'est pas parfait. Je sais que j'ai vu des tests qui étaient faits sur la version desktop, enfin sur la version ordinateur. C'était beaucoup moins réactif on va dire que la version mobile, mais la version mobile était assez impressionnante et donc effectivement au niveau de la couleur ça s'adaptait et ça se propageait et c'était assez, assez, assez bluffant tout simplement. Donc voilà, l'hypothèse qui avait été émise sur le stream de Bastille c'était grosso modo il y a une espèce de vidéo qui est exactement la même mais avec une définition très très basse et donc consommant très peu de bandes passantes et ensuite on vient flouter ça mais au moins on a les couleurs on va dire qui apparaissent derrière quoi. Donc voilà, ce petit mode ambiante en tout cas qui se rajoute à YouTube. Google en a profité également pour harmoniser le design des boutons et des différents éléments d'interface. Donc ça c'est vraiment un truc moi que j'ai trouvé très très cool. Je vais vous montrer ça rapidement parce que je sais pas si tout le monde en fait y a déjà accès. Tac. Je vais aller sur YouTube. Je vais voir juste qu'il n'y ait pas de trucs trop what the fuck. Hop. Voilà. Donc du coup vous avez en fait au niveau notamment des images d'aperçu, vous avez des bords arrondis du coup qui ont été mis en place. Hop, si jamais vous regardez, voilà, on a un border radius qui est appliqué en fait à l'ensemble des thumbnails, enfin des images d'aperçu. Pareil au niveau des boutons, vous voyez là au rollover, au niveau des tags, tout a été hyper uniformisé en fait voilà, je trouve que le look est plutôt le look and feel de l'interface est plutôt sympa. Et quand on rentre après, je sais pas si quand on rentre dans une vidéo, ouais voilà, après c'est partout pareil. Les boutons like ici, partager, voilà, il y a une uniformité globale et surtout il y a des border radius dans tous les sens. Voilà, donc après dans le détail, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses que simplement des border radius, mais c'est on va dire la mise à jour qui a le plus sauté aux yeux. On parle également de nouvelles fonctionnalités, le pinch to zoom. Donc cette nouvelle version de YouTube offre aussi quelques nouvelles fonctionnalités comme le pinch to zoom, c'est-à-dire la possibilité de pincer les doigts sur l'écran du smartphone pour zoomer dans la vidéo. Pratique si vous souhaitez noter un détail ou si vous êtes sur un smartphone compact et que vous voulez voir mieux une action particulière. Donc voilà, on le voit ici sur l'image d'aperçu. Vous avez la possibilité comme ça, exactement comme sur la version desktop, vous avez la possibilité en fait d'avoir une aperçu quand vous êtes quand vous manipulez une timeline et donc là le pinch to zoom c'est le fait de pouvoir zoomer directement. En fait je crois que ça va jusqu'à, je sais pas si c'est pas du x5 ou un peu plus, et donc d'aller regarder un détail particulier de la vidéo. D'autres j'ai pas oublié, je crois que j'ai oublié un paragraphe. Non, c'est bon. D'autres nouveautés plus subtiles ont été intégrées, par exemple des liens dans les descriptions des vidéos qui vont devenir des boutons plus simples à cliquer. Cette mise à jour est en cours de déploiement sur Android et iOS. Certains changements seront aussi proposés sur le web et sur les téléviseurs connectés. Voilà pour cette petite nouveauté, donc n'hésitez pas à aller tester ça. Si jamais vous ne voyez pas de différence, c'est probablement que ça n'a pas encore été déployé chez vous. Les nouveautés sont bien en cours de déploiement. Et d'ailleurs, je crois... Alors attendez, je vais vérifier, mais j'en suis quasi certain. Oui, c'est celui-là. Il y a un article en fait qui détaille bien en fait toutes les nouveautés. C'est sur le blog officiel de YouTube où ils vont un peu plus dans le détail et donc ils vont expliquer un peu voilà, toute la démarche, tout ce qu'ils ont changé. Donc on voit ici, ouais, voilà, l'ambient light, c'est pas uniquement sur le lecteur, c'est également ici si jamais vous êtes dans le cadre d'une playlist. C'est beaucoup plus sympa en termes d'ambiance et c'est beaucoup plus immersif. C'est beaucoup de détails, mais à l'arrivée, ça fait quand même pas mal la diff. Et après, du coup, voilà, vous avez une vidéo démo également. Donc là, ben voilà, x5,4. Je sais pas jusqu'à combien est-ce qu'on peut zoomer. Je sais pas si quelqu'un a l'info dans le chat. Je sais pas, ils n'ont pas l'air de l'indiquer. Et après, donc, en plus de cette fonctionnalité de zoom, là, voilà, ici, ils vont jusqu'à 5,4. On a les aperçus sur la timeline. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment pratique.
Moi, quand je navigue dans une vidéo, je le fais très très souvent. Donc du coup, ben, ça a été rajouté. Petite fonctionnalité en plus. Je vous partage ça d'ailleurs dans le chat si jamais ça vous intéresse, si vous voulez aller voir, si vous voulez aller voir plus précisément l'ensemble des nouveautés. Hop. Alors, Bob le développeur, grave sympa le nouveau look, ça donne un côté frais à YouTube qui commençait à se faire vieux, je trouve. Ouais, c'est vrai que bah, je pense qu'au niveau des updates, ça faisait quelques temps qu'il n'y en avait pas eu. Après, bon, c'est assez... Moi, je me mets à leur place, je pense que c'est assez difficile, assez tricky d'arriver à faire des mises à jour dans la mesure où tu es sur un site sur lequel les gens passent beaucoup de temps. Ils ont une UX qui est plutôt très fonctionnelle et je pense que bah, dès lors que tu vas essayer de changer des choses, forcément ça va perturber pas mal de monde. Donc voilà, j'imagine en tout cas que de leur côté c'est un peu tricky de changer certaines choses et quand ils vont y aller avec parcimonie parce que sur une plateforme comme YouTube, je pense sans me tromper que YouTube est le premier réseau social au monde, il me semble. C'est peut-être une info à vérifier, mais je suis quasi sûr en tout cas qu'il fait partie du top des réseaux sociaux, parce que YouTube est un réseau social en soi, hein. On l'oublie souvent, mais en fait c'est un réseau social, c'est-à-dire que vous pouvez créer une chaîne, vous pouvez vous abonner à des gens, vous pouvez créer du contenu, commenter du contenu, liker, etc. C'est vraiment un réseau social à part entière. Donc ouais, c'est un truc hyper je pense qu'ils ont des enjeux qui sont assez forts et si demain ils changent quoi que ce soit, ça a quand même des conséquences. Donc là, bah, pour le coup, ils ne sont pas trop mouillés, entre gros guillemets, mais c'est vrai que je pense qu'il y a de l'enjeu et que quand tu commences à faire des modifs ou quand tu commences à refondre l'UX, c'est pas sans conséquence, quoi. Il faut vraiment être sûr de son coup. Ok, donc on va rapidement conclure avec quelques infos. Donc là, pour le coup, c'est plus à titre d'info que d'article à part entière. Parce que bah, y a pas nécessité en fait d'en parler pendant 2 heures. En réalité, c'est plus voilà, des petites infos que j'ai vu passer. Première info, une update de Figma que j'ai vu passer qui est plutôt cool. Figma va permettre désormais aux outils d'accès, enfin je sais plus comment on appelle ça, les lecteurs en fait d'écran d'être compatibles avec les prototypes. Donc en termes d'accessibilité, on va pouvoir désormais permettre alors je sais plus le nom, ouais, ils appellent ça des screen readers, mais en gros, je sais pas comment on peut traduire ça en français, c'est des lecteurs d'écran. Donc en gros, bah, les personnes qui sont déficientes visuelles ou autres ont la possibilité d'utiliser des petits logiciels qui vont lire pour eux ce qui se passe à l'écran. Et donc bah là, Figma bosse pas mal sur des features d'accessibilité justement, et donc permettre, on le voit ici, à des outils comme voilà, des screen readers d'aller lire en fait des prototypes Figma. Donc le prototype, vous savez, c'est quand vous avez fait votre maquette, vous créez les animations, vous passez en mode lecture pour être voilà, comme immergé et toutes les animations se passent. Et donc vous aurez possibilité d'utiliser un screen reader pour voir si votre site est déjà accessible en termes de conception, en termes de design, est-ce que tout fonctionne bien, est-ce que ça a du sens, et vous mettre à la place d'une personne déficiente visuelle. Il y a une vidéo ici d'ailleurs, on va regarder. Alors, attendez, il faut que je monte un peu le son, sinon vous n'allez rien entendre. Tac, tac, tac. Je vais couper vite fait la musique. Hop, et je vais monter vite fait le son. Vous ne me voyez pas, mais je suis toujours là. Hop. Main, shopping cart, article, now adapting content for screen readers. World Peas, you are currently on a text element. My basket, you are currently on a text element. Banana, image, you are currently on an image. Delivery, you are currently on a text element. Voilà, donc du coup, ces petites fonctionnalités, du coup, screen reader qui sont en fait essentielles pour certaines personnes déficientes visuelles. Et en termes d'accessibilité, bah, du coup, Figma qui rajoute en fait une fonctionnalité supplémentaire pour nous permettre dès le design en fait de penser à tous ces enjeux d'accessibilité. Donc je trouve que c'est une news qui est plutôt cool et qui fait sens en fait, parce que bah, l'accessibilité c'est pas que que sur la partie dev, on va dire, ça se passe déjà dès la conception du site au niveau design. Autre petite news plutôt intéressante, j'ai vu donc LinkedIn
Et également, il y a Instagram. J'avais un article là-dessus, mais bon, il n'y a pas lieu d'aller zoomer vraiment. Il n'y a pas plus que ça à dire. LinkedIn et Instagram vont permettre en fait de programmer ses posts. Et ça, je trouve ça vraiment très très cool parce que jusqu'à présent, Twitter le fait et c'est hyper pratique. C'est-à-dire que quand vous faites de la création de contenu, vous avez possibilité de créer un tweet et de le poster à une date antérieure. Et ça, c'est très très pratique, notamment quand vous gérez, faites de la gestion de communauté ou quand, je sais pas, vous êtes simplement créateur ou créatrice de contenu. C'est hyper pratique d'arriver et de dire, bah, finalement, voilà, je vais prévoir un post. Imaginons sur ma semaine, j'ai 2 heures à consacrer sur mes posts le lundi après-midi. Et ben, je vais tout créer en fait et je vais comme ça établir toute ma semaine enfin, tout le planning de ma semaine et tous les posts qui vont apparaître au cours de la semaine. Et donc là, bah, effectivement, LinkedIn qui va rajouter la feature, donc il y a une petite horloge qui va apparaître. C'est pas encore en place, je crois, mais ils avaient l'air de dire que ça arrivait très très bientôt. Cet article n'est pas tout à fait récent, il est de septembre et il disait déjà que c'était pour bientôt, donc je pense que voilà, ça devrait pas tarder. Et donc Instagram pareil, Instagram également qui va faire cette fonctionnalité là, donc de pouvoir programmer. Je sais pas si ça va concerner les stories, je sais que ça va concerner les posts. Est-ce que ça va être pareil pour les stories? Je sais pas. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on utilisait des outils tiers comme Hootsuite ou autre qui coûtent une blende si jamais vous voulez les utiliser, on va dire. Si vous voulez les utiliser à leur plein potentiel, et c'est bien dommage. Voilà, faudrait creuser un peu, peut-être qu'il y a des outils qui sont relativement accessibles, mais je trouve ça, enfin, pour moi la programmation de poste c'est quand même, autant la partie analytics et autres c'est peut-être quelque chose un peu plus avancé, autant programmer un poste pour moi c'est quand même quelque chose, c'est une fonctionnalité qui est relativement essentielle je pense, et c'est bien dommage que voilà, que nativement ça ne fonctionne pas, et que ça soit pas déjà pris en compte, donc ben là ça va l'être, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà un petit peu pour l'actualité. Est-ce que vous avez des questions? On est d'accord. Alors, je vois vos commentaires. Bob, le développeur, c'est la première app de design de maquette à faire ça nativement, il me semble non. Donc là, je suppose que tu parles de Figma et de la partie screen reader. Aucune idée, je sais pas. J'avoue que moi, en fait, en termes de design, j'ai basculé de quand j'ai commencé à être dans le web, c'est-à-dire il y a, je sais pas, j'ai commencé à taffer dans le web, je sais pas, ça va faire 6-7 ans, un truc comme ça. J'ai commencé avec Photoshop, et à l'époque j'étais purement dev, donc voilà, le design c'était pas forcément mon truc. Et ensuite, entre-temps, il y a eu Sketch, mais pareil, j'étais pas du tout concerné, voilà, j'étais vraiment pur dev. Et j'ai commencé à m'intéresser au design quand Figma en fait a explosé, donc je t'avoue que j'ai pas trop le... Je sais pas trop si c'était prévu sur d'autres ou pas. Mais là, en fait, l'avantage que ça a, c'est que comme c'est du pur web, la partie prototypage, je pense que derrière, c'est du HTML, CSS. Donc, possibilité, en fait, pour effectivement les screen readers d'aller lire, en fait, ce qui se passe et de voir déjà si ton design est accessible et fonctionne bien. Comme quoi, le rachat d'Adobe n'empêche pas les bonnes idées. Bon, après... Le rachat d'Adobe, il y a quand même pas si longtemps que ça. Bon, j'imagine que ça se trame depuis pas mal de temps, mais je suppose qu'il y a encore quelques features qui sont nées de l'esprit de Figma. Bon, en soi, c'est vrai que le rachat d'Adobe, on n'en parle pas encore, on n'en parle plus là parce que la hype est un peu passée, mais ça, je pense qu'on le verra plutôt sur la longueur, quoi. Et Margot qui dit on est d'accord, donc ça j'imagine c'est sur la partie programmation de poste. Ben ouais, là j'avoue que ça fait partie des features. Je comprends pas en fait pourquoi est-ce que ça c'est pas arrivé plus tôt. Est-ce que techniquement c'est compliqué ou pas à mettre en place? J'ai aucune idée, mais ouais, j'avoue que c'est le fait de programmer, ça te simplifie tellement la vie, voilà, parce que bah, typiquement, c'est pas évident en fait de s'organiser. Oui, voilà, comme tu dis, quand on voit le travail que la création de contenu, c'est très très long, très très chronophage. Si tu peux pas, si tu es obligé à chaque fois d'être là au moment, etc. C'est très pénible. Ce matin, par exemple, j'avais envie de poster un truc parce que demain j'ai un stream sur ma chaîne Anto Parle Web, j'ai une interview. Bah, typiquement, je savais que j'avais mon stream maintenant de 8 à 9 et donc j'ai pas pu en fait poster mon actualité sur mon réseau LinkedIn. Et c'est très pénible parce que pour moi, je sais que les gens vont être présents à cette heure-ci, quoi. Donc voilà, du coup, bah, techniquement, je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'ils font pas ça. Est-ce que c'est des raisons techniques ou autre? Ouais, c'est vraiment la base. Ben, je suis d'accord.